avez adressé. Toutes les fois, on adresse des questions. C'est comme par exemple le leasing. Oui. Nous avons posé des questions au gouvernement de venir nous dire combien a coûté le leasing. Mais ils n'ont pas eu le courage de venir nous dire. Ils ne viennent pas. Parce que dans la majorité, ils ont le maillet de la présidence de l'Assemblée. On ne les programme même pas. Alors que la procédure est là. Mais ils jouent sur la majorité. Ils ne peuvent pas. Sur les marchés, on les a interpellés. Combien a coûté le marché? Quelles sont les entreprises qui gagnent les marchés? Quelle est la procédure d'attribution des marchés? Ils ne peuvent pas le dire. Aujourd'hui, il y a eu plus de 250 marchés qui ont été attribués à la Direction nationale de contrôle des marchés publics en gré à gré. Plus de 250 marchés. Si maintenant, sans tenir compte des marchés qui sont attribués en gré à gré en conseil des ministres, ça c'est un flou total. On ne sait pas comment ça se fait. On refuse d'informer la groupe internationale. Après, on vient nous parler de transparence. Quelle transparence? Quelle transparence? Tous ceux qu'on accuse d'avoir dilapidé les ressources sont avec le président de la République. Ils ne font que l'applaudir. Et c'est eux qui vont... Non, je défie. Je dis bien, je défie que parmi les députés, les militants du parti, les démocrates, aujourd'hui quand même, qu'on puisse trouver des gens qui ont les mains sales. C'est parce que les militants sont convaincus, ne se reprochent rien, qu'ils ont le courage, avec le système actuel, de faire l'opposition. Sinon, pour un rien, on te prend une petite gestion quelque part, on t'accuse de tout, on te met en prison. Donc ça peut dire que ceux qui sont sales, ceux qui ont les mains sales, sont dans le régime de la mouvance présidentielle. Donc c'est ce que je dis. Moi, nous sommes tranquilles. Nous savons qu'on est propre, nickel. Et c'est pour ça que le peuple a confiance en nous. Parce que le peuple sait que nous ne sommes pas amusés avec les ressources de l'État. Ceux qui sont amusés avec les ressources de l'État sont avec le chef de l'État, sont dans sa majorité, sont ceux qui l'applaudissent aujourd'hui. Mais je tiens à le dire. Les applaudissements qu'ils le font, ce n'est pas des applaudissements sincères. Ils sont pressés de le voir partir. Qui? Tous ces soutiens qui sont autour de lui, qui ont des dossiers sales, qui sont pressés de le voir partir. Et ils comptent le nombre de jours avec nous. Ils comptent ça avec vous? Oui, ils comptent ça avec nous. Et ils savent que bel et bien qu'il ne reste que 504 jours au président de la République pour finir son mandat, soit 1 an, 4 mois et 19 jours. Donc dans 1 an, 4 mois, 19 jours, il y aura un nouveau président qui ne serait pas le président de Patrice Talon. Donc vous voulez dire que dans la majorité, surtout la majorité parlementaire, il y a des gens qui ont un pied avec vous, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas qui sont avec nous, mais qui s'organisent autrement, qui sont pressés de le voir partir. À l'Assemblée, là? Oui. Et il en est conscient, il sait. Il sait. Alors, Honorable Ouassangari, et ça c'est une question un peu difficile. D'abord, je ne peux pas, en n'ayant pas le conscienciomètre, je ne sais pas qui sont ceux qui font semblant d'être à la richesse de l'État et ceux qui sont avec lui réellement. Ce que je sais, c'est que est-ce que vous ne traînez pas le passé du régime, pas de feu, mais du régime précédent comme un boulet? Est-ce que le passé, puisque vous avez géré le pouvoir, quand je dis je ne parle pas de vous directement, je parle du président du parti. Le président d'honneur de votre parti? Non, le président du parti. Le président du parti. Oui. Le président du parti, oui. Le peuple vénéral, certes, vote pour un individu, oui, comme président de la République. Mais le président de la République n'a pas le choix. Il a travaillé avec des bédouins. Seul ne peut rien faire. Oui. Ceux avec qui il a travaillé, qui ont souvent à la manœuvre, sont avec le président de la République. Même le président de la République a été partenaire du président de la République jusqu'en 2012. Donc si ceux qui ont géré avec le président Yahi Boni, c'est ceux qui sont avec le président Talon et le président Talon lui-même. Donc c'est que nous sommes de la nouvelle génération. Oui. Nous sommes de la nouvelle génération et je profite pour tirer un chapeau au vice-président de mon parti, Donald Awassi, toujours égal à lui-même, au président Éric Ondete, qui voulait faire toujours l'opposition au régime Yahi, mais qui aujourd'hui voit que ce qui se passait au temps de Yahi, c'est encore mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Et le président Nureni Achade, qui chaque jour lutte pour l'enracinement du parti. C'est pour vous dire que nous reprochons rien. Nous sommes aujourd'hui au sein de la République les hommes propres au sein de la classe politique béninoise. Ceux qui ne se sentent pas propres sont de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je dis que le président Yahi, chercher à relier tout au président Yahi,
C'est faire fausse route. Et c'est ceux qui étaient avec lui hier, qui ont géré avec lui, qui cherchent à le faire croire à la population. Le président Yahi n'est plus candidat à rien. En 2026, le 14 octobre 2025 au plus tard, sont déposés les dossiers de candidature, vous ne verrez pas le dossier du président Yahi comme candidat aux élections présidentielles. C'est pour vous dire le prochain président de la République n'est ni le président Yahi, ni le président Patrice Talon. Donc vouloir ramener la gestion de 2006 à 2016, que nous assumons très bien, que nous assumons, parce que, comme je le dis, tout n'a pas été mauvais. Et c'est pour ça que nous avons toujours défendu que l'administration ait une continuité. Ce n'est pas ceux qui pensent aujourd'hui que le Bénin a commencé en 2016. Il y a eu des bonnes choses, comme il y a eu des mauvaises choses, il faut le reconnaître. Entre 2006 et 2016, nous le reconnaissons. Et en votant pour le président Patrice Talon en 2016, c'était dans l'objectif de venir améliorer ce qui était mauvais et de continuer ou bien améliorer plus ce qui se faisait de bon. Mais on nous a fait croire que le Bénin a commencé en 2016 et que c'est après 2016 qu'on a commencé à avoir les infrastructures. Les mêmes personnes qui disaient qu'il n'a pas meilleur président que le président Yahi. Il faut lui donner 10 ans. Aujourd'hui, viennent dire le contraire. C'est pour ça qu'ils vont répéter la même chose pour le président Patrice Talon. Nous assumons les 10 ans du président Yahi, de 2006 à 2016, parce que nous estimons qu'il y a des bonnes choses, qu'il y a aussi des mauvaises choses. Et c'est ces mauvaises choses qu'il faut corriger. Au même moment, nous reconnaissons que dans ce qui concerne le système du président Patrice Talon, il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Parce que le Béninois, même si aujourd'hui, avec des emprunts énormes qu'on fait au nom du pays, et qu'on fait quelques infrastructures à Cotonou, de l'aéroport et ses environs. Les emprunts, on a fait aussi. Vous savez, de 1960 à 2016, l'encours de la dette du Bénin était 2100 milliards. 2100 milliards. De 1960 à 2016. Mais de 2016 à 2024, fin 2024, l'encours de dette est à peu près 7 000 milliards. Ça veut dire que si je veux résumer à peu près, le gouvernement a eu au moins près de 5 000 milliards de liquidités pour les différents projets réalisés. Et pour ça, on nous montre l'aéroport, ses environs, quelques asphaltages, et Ouida et quelques endroits. Donc, parce qu'on sait que si un étranger vient descendre à l'aéroport, je ne suis pas contre qu'on repart en Cotonou. Mais je dis, il faut qu'on sache combien a été utilisé pour chacune des infrastructures, pour voir si une gestion efficiente et transparente est faite pour ces infrastructures. Il ne faut pas qu'on prenne peut-être, là on pouvait utiliser 100 francs pour faire une infrastructure, qu'on utilise 300 500 pour faire l'infrastructure, on vient applaudir. Nous voulons connaître le coût de réalisation de chacune des infrastructures. Il y a la loi de règlement, vous les votez. Vous connaissez comment se fait la loi de règlement? Dites-moi comment. La loi de règlement, oui. C'est ceux qui ne savent pas, qui disent la loi de règlement. Oui. La loi de règlement vient dire, voilà ce qu'on a mobilisé, voilà ce qui est dépensé, voilà ce qui est resté, c'est tout. Voilà comment on a mobilisé. Ce n'est pas qu'on parle ligne par ligne pour dire, pour telle infrastructure, voilà ce qui est. Non, ce n'est pas ça la loi de règlement. Ceux qui pensent que la loi de règlement, c'est oui, non, ce n'est pas ça. Encore que, déjà dans la loi de règlement, qui se sont succédés jusqu'en 2022, qu'on vient de voter, la Cour des comptes a fait des observations sur la loi pour montrer que les prévisions de recettes du gouvernement ne sont pas réalistes. C'est dans la loi de règlement. Je n'invente pas. Ce sont les conclusions de la Cour des comptes. Que depuis toujours, comme nous l'ont toujours appelé, les prévisions de dépenses du gouvernement ne sont pas réalistes. Que le budget est voté pour un an. Mais à la fin de l'année, au 31 décembre, le gouvernement ne clôture pas le budget, ne continue pas à gérer, sans prendre des actes conséquents. Donc, aujourd'hui, le budget n'est pas voté pour un an. À la fin de l'année, le gouvernement ne continue pas à gérer, dépenser les sous. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une orthodoxie dans la gestion de nos ressources. Et c'est ce que nous dénonçons. Donc, finalement, à quoi c'est alors notre présence si nous nous votons au Parlement un budget? Il n'y a pas une orthodoxie, c'est votre commentaire. Hein. Oui, c'est votre commentaire, c'est pas le commentaire de la Cour des comptes. Non, ça c'est mon du député, de l'opposant. Non, pas de l'opposant. Okay, je tire moi mes conclusions à travers les conclusions du rapport de la Cour des comptes. Parce qu'on sait que le budget a voté pour un an, à la fin de l'année, que vous avez dépensé ou pas, on clôture. Et qui dit, mais ici, on ne clôture pas, on continue. Donc, c'est tout ça que nous dénonçons. C'est tout ça que nous dénonçons. Et ils le savent. Ils savent qu'on a raison. Ils savent qu'on a raison. Et nous, on ne cessera jamais de le dire pour les amener à se corriger. Oui, honorable Sangari,
vous vous êtes convaincu, et tel que vous exprimez votre parti, vous n'êtes pas dans l'impasse. Pour vous, même en l'état actuel du code électoral, vous pouvez présenter des candidats. Vous savez, ils ont essayé de voter un code Oui. en tenant compte du Parti des démocrates. C'est-à-dire, ils ont vu les critères du Parti des démocrates. Le Parti des démocrates a 28 députés. Pour avoir un candidat aux élections présidentielles, il faut 15%. Ça fait 28 parrains. Nous n'avons que les 28 parrains. Il faut être représenté dans 3/5 des circonscriptions électorales. Nous sommes représentés dans 3/5 des circonscriptions électorales. Donc, ils ont tenu compte du Parti des démocrates pour faire le code, afin de dire un peu partout, comme nous sommes représentés à l'Assemblée, qu'on ne nous empêche pas d'avoir un candidat. C'est tout. Mais c'est ce que nous refusons. On ne doit pas faire. C'est pas parce que nous sommes représentés au Parlement, les trois partis UPR, BR et démocrates, que nous allons voter des lois pour que ça seulement, nous les trois, qui puissions avoir des candidats aux élections présidentielles. C'est ce que nous refusons. C'est ce que nous refusons. On ne donne plus la liberté aux parrains, comme en 2021, de parrainer qui il veut. Parce que nous estimons un député déjà élu n'est plus le député de sa circonscription électorale, il y a un député national. Oui. Non, libre de mandat impératif. Maintenant, on oblige à parrainer un candidat désiré par son parti ou un membre de son parti. Alors que même en France, où on fait le parrainage, on a pris peut-être, on essaie de copier. Là-bas, le député et le maire est libre de parrainer qui il veut. Ici, non, on bloque on veut contrôler le parrainage. Mais non, on évolue. Ce qui est sûr et certain, l'opposition ne boycottera jamais les élections. L'opposition n'a jamais boycotté les élections, elle a été exclue. Et en 2026, l'opposition sera bel et bien présente aux élections générales. Oui, avec quel code électoral? Alors le code qui s'imposera. Par quel moyen? Par les moyens légaux? Non, c'est au Parlement qu'on vote le code. Un code peut être voté aujourd'hui et être changé demain. Non, on sait qu'on va modifier le code. Mais pas quelle alchimie, ça, vous êtes des magiciens. Non, vous savez. Dans la majorité, dans la majorité présidentielle, c'est vrai que à tout moment, la majorité peut changer de camp. À tout moment. Et peut-être, je ne vais pas trahir un secret. Même si nous voulons, dans les jours à venir, nous allons déstabiliser la majorité du président de la République. C'est parce que nous disons aux gens d'attendre. Le mois viendra. Donc vous allez non, sa majorité va s'éclater. Une fois de débauchage. On a connu de toute façon, la descente des majorités, c'est les constitutions. Dans les jours à venir, on veut que le président jouisse encore de sa majorité pour quelques jours, pour quelques semaines. Les jours à venir, l'avenir dit, sa majorité va s'exploser. Au Parlement, les groupes parlementaires et le règlement intérieur a été clair. On peut quitter sa majorité et être non inscrit. C'est comme ça. Quand on est élu sur la bannière d'un parti, on va à l'Assemblée. Tu peux quitter, mais tu seras non inscrit. Actuellement, dans la relecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Même du code électoral. Tu peux quitter, mais tu ne seras plus dans un groupe parlementaire. Vous ne pouvez pas constituer un groupe parlementaire, mais vous serez dans le lot des non-inscrits. Donc, l'heure des grandes manœuvres politiques s'annonce. Ça s'annonce. C'est pour ça que vous voyez. Sa parole de honorable J'ai un visage souriant, parce que je suis en train d'imaginer comment les gens vont se sentir très très bientôt. Voilà. OK. Donc, pour vous, on va revenir sur le consensus politique. Et cette fois-ci, je vais vous donner pour vous le consensus politique de façon concrète consistera à faire quoi? À nous asseoir. À nous asseoir et discuter. Parce que quand vous vous asseyez et vous discutez, vous trouvez toujours une solution aux problèmes qui se posent. C'est pour ça que il suffit d'écouter ceux qui demandent le consensus, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le Parti des démocrates. Même le clergé, qui a joué un rôle crucial dans l'avenir, dans la vie de ce pays, y a parlé. Même la société civile, la plateforme de la société civile qui s'occupe des questions électorales, y a parlé. Donc ça veut dire que ce n'est plus l'opposition qui parle. Les gens voient le danger venir. Et les gens veulent qu'on ait à ces élections. Surtout que le président parti, le peuple, il fait ça 10 ans, 45 jours. Il fait ça 10 ans, 45 jours. Il part. Le prochain président à qui le peuple va donner sa confiance viendra donner sa vision qu'il aura à développer. Parce que même dans sa propre majorité, si quelqu'un venait, encore que c'est même impossible, il ne fera pas de la même manière, ne verra pas les choses de la même manière que le président parti. Vous trouvez que c'est impossible?
non seulement il n'y aura pas un troisième mandat, mais il n'y aura pas un troisième mandat déguisé. Je ne vois pas dans la mouvance présidentielle, à la date d'aujourd'hui, celui qui peut gagner une élection. Et il ne peut pas avoir de match amical en donnant le parrainage à certaines personnes pour être représentatifs. Il ne peut pas avoir exclusion pour qu'il n'ait qu'une seule candidature, mais les candidats de la mouvance. On sera au minimum moins 3. Nous, le Parti des démocrates, qui peut-être aura le soutien de l'opposition tout entière. L'UPBA peut-être aura un candidat, mais 2 candidats. Ils vont s'affronter. Et le peuple va décider. Ils vont s'affronter. Ils appartiennent à la même majorité. Ils veulent défendre un même bilan. Et on n'aura plus de situation où un individu va se permettre de cacheter 12 carnets de feuilles de bulletins de vote pour dire que lui l'a fait. Ça ne veut plus c'est un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. C'est la somme de cette de cacheter des carnets qui a permis à un président de gagner les élections présidentielles au premier tour KO en 2021. Donc maintenant, on est là, on est président. Personne ne nous fait peur. Nous avons le peuple sera debout pour quand même poursuivre et sécuriser son vote. Nous sommes en démocratie. La preuve, c'est que vous avez la liberté de commenter comme vous le faites. Et vous avez la liberté d'opiner, que ce soit à l'Assemblée, hors de l'Assemblée nationale. Mais vous ne voyez pas que sur l'essentiel, tout est debout. La liberté. Oui. La liberté. La liberté. Mais nous sommes libres. Ce n'est pas la conception de la majorité des Béninois. Je connais des Béninois qui écrivent une phrase dans un forum. Avant d'appuyer, entrer, ils effacent le message qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils ne savent pas leur message, où est-ce que ça va les amener. Les gens qui ne sont plus libres de donner leur avis sur la gestion du pays. Nous, peut-être, parce que nous sommes au Parlement. Au Parlement, on peut dire tout ce qu'on veut. On est protégé par l'immunité. Au Parlement. Donc peut-être que ça nous permet au moins de dénoncer au Parlement un certain fait qui déjà rentre dans le cadre de l'immunité, qui nous amène à peut-être en parler au Parlement. Parce que c'est déjà dit au Parlement. Donc si la plupart des Béninois gardent ça dans leur cœur, ils ont mal. Parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Tu t'exprimes. On a eu dans ce pays où un producteur qui a eu des intrants agricoles, qui a dénoncé que c'était de mauvaise qualité, mais qui a été arrêté. Parce qu'il n'a pas le droit de dénoncer. C'est ce que vit le Bénin aujourd'hui. Avant, on avait les mercredis rouges, tous les mercredis. Ils avaient la liberté de parler, de marcher, de faire tout. C'est ce qui a permis au président d'arriver. Tout ce qui lui a permis de venir, il est en train de tout cisailler. Non, mais vous aussi, vous faites quelque chose de noir. Non, jeudi noir, c'est juste l'habillement. On ne voit pas. Mais on ne vous a pas interdit. Non, vous n'avez jamais été interpellé. Je suis libre de m'habiller comme je veux. Mais même les députés organisent dans certaines communes des rencontres avec les militants pour des redditions de comptes. Et les maires envoient les policiers et les militaires les empêcher. Ça se passe dans ce pays. Au Bénin? Au Bénin, ici. Ça a eu lieu dernièrement à Ndali. Il y a quelques mois, ça a eu lieu dans le Koufo, où c'était même le président Eric. Ça a eu lieu dans le Zou, avec Djidja, où des militants ont été empêchés dans une résidence à se réunir, dans un endroit privé. Ça se passe. Donc c'est pour ça que ce qui se faisait avant, les gens étaient libres. Aujourd'hui, c'est comme je prends votre... Oui, les gens doivent être libres, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un consensus? Je prends le cas de Golf TV. Laissez-moi, excusez-moi, je vais parler de Golf TV. Ou à la télévision seulement, les gens accusent. Car à la télé, les gens disent ce qu'ils ne devaient pas dire. Maintenant, pourquoi alors fermer toute la chaîne, et la radio, et la télé? Si on veut fermer, non, on devait s'arrêter à la télé, où les gens estiment qu'il y a une faute. Mais on profitons parce qu'il y a quelque chose qui gêne. Les gens n'ont plus la liberté de s'exprimer comme ils veulent. Et c'est ce que nous dénonçons. Donc il faut que le président Patrice Talon, à qui il reste 504 jours, 1 an, 4 mois, 19 jours, fasse tout pour régler ce qu'il a réglé afin d'être porté en triomphe. Le président est pour le consensus. Le président n'est pas pour le consensus. Est pour le consensus qui ne sera pas préjudiciable au développement. Il n'est pas pour ça. Mais tout consensus. En ce moment, faisons un commentaire. Oui, faisons un commentaire. Je vous dis une chose. Oui, honorable. Le consensus, il faut d'abord aller sur la table pour voir si ce qui va être retenu est préjudiciable pour le développement. C'est ça la question.
Il faut d'abord aller à la à table. la table. Mais On ne va pas vous sur la êtes table. reçu récemment au palais. Quand je dis vous, une délégation de votre parti, vous étiez au palais avec le président de la République, avec le président du parti, Boni Yahi. Et ça a déjà duré. Et ça a duré. C'est un moment où le Vous président a voulez- dit que pardonner est une faute, non? Alors que le ministre a été pardonné, il faut être là. Non, non, là, ça, c'est le contenu. Est-ce que, là, dans la démarche, le président de la République est fermé au dialogue? Il n'est pas fermé au dialogue. Vous savez, moi, depuis il a eu à dire, j'ai fait de mon mandat unique, une exigence morale, Oui. j'ai du mal à le croire, personnellement. Je suis devenu Saint Thomas. Mais bon, Tant que le président dit quelque le chose, doute est permis. Hein. tant qu'il dit quelque chose, si je ne vois C'est pas les enseigné en actes, seconde en philo. si je ne vois pas les actes, je ne crois jamais. Ça Mais il a rentre- été dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est dans la Bible. Je n'ai pas lu cette partie à vivre d'abord. Ah bon? Oui. Alors, je vais vous envoyer ça. Ça me fait plaisir. Parce que Thomas n'a pas vu. Thomas dit que lui doit voir avant de croire. Et le C'est pour Christ ça lui que a je dis dit, que moi, personnellement, je préfère les actes. Avec le président de la République, je préfère les actes. Et juste maintenant, le président ne pose aucun acte qui prouve qu'il est à date d'un consensus qui favorisera le développement du pays. Mhm. Oui. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Parce que sans la paix, Oui. sans l'unité, c'est pour ça que la constitution du Bénin dit le Bénin est un et indivisible. Sans la paix, sans l'unité, il ne peut jamais y avoir de développement. Et ce qui me fait mal, c'est que toutes les réformes, même salutaires, que fera le président de la République, s'il n'associe pas tout le peuple, toutes ces réformes vont tomber comme un château de cartes. Parce que ça serait des Où géants. vous avez vu un président qui associe tout le monde pour réaliser. La Vous savez. Constitution a bien dit que c'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation. Il Oui. détermine et il conduit. Oui. On n'a pas dit de vous Mais la rassembler, preuve- tout le monde démocratique. Vous savez, c'est pour ça que Non, le mal du Bénin aujourd'hui, oui. c'est l'exclusion de 2019. C'est l'exclusion de 2019 qui a amené un parlement monocolore à des réformes où une majorité qui soutient le président de la République s'est retrouvée partout à la Cour constitutionnelle, dans toutes les institutions. C'est ça le mal du Bénin. S'il n'avait pas eu cette histoire de 2019, toutes les forces allaient être mieux représentées dans nos institutions où les gens peuvent vraiment parler au président de la République. Maintenant, prendre comme une règle bien huilée de ce qui se passe aujourd'hui, sans tenir compte de là, on dit souvent chez moi, ne regarde pas là où tu as tombé, mais regarde là où tu as trébuché. Il faut qu'on en tienne compte des événements de 2019 pour pouvoir corriger et nous asseoir tous pour améliorer la gouvernance, pour permettre de faire asseoir le développement de notre pays. Le développement, ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas dire qu'on prend des mesures. Mais est-ce que le peuple béninois, les populations béninoises arrivent à faire 2 repas par jour? Est-ce que les populations béninoises... Vous avez rencontré des Béninois qui ont fait et qui n'ont pas mangé C'est plein. et qui prennent une journée et n'ont jamais mangé. C'est plein, les gens ont du mal à manger. Du mal, mais ils mangent. Manger, ce n'est pas se bourrer le ventre. Est-ce que les gens mangent à peu près au moins la pâte avec la sauce gombo là? Oui. Difficilement, les gens trouvent un gombo sec pour manger. Donc c'est pour dire que les populations souffrent. Non, honorable. Est-ce que Moi, j'en ai rencontré. à Tukuntuna ou à Kéru ou à Natengu, vous avez vu quelqu'un qui est resté à jeûne toute la journée, de minuit jusqu'à l'autre minuit là. Vous avez Dans vu peut-être que si ce n'est pas l'honorabilité des gens, il faut préserver l'honorabilité de ces personnes. Vous allez voir ce qui se passe dans cette localité font très mal. Des pères de famille qui fuient la maison, qui partent parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, de leur famille. Des enfants qui quittent l'école. Des enfants qui abandonnent les classes parce que les parents n'ont pas un minimum pour les accompagner. On a les cantines scolaires. Les cantines. Les cantines. Vous savez, les cantines, heureusement, ce n'est pas le système, ce n'est pas le régime actuel qui a amené les cantines. Les cantines, certes, ils ont amélioré. Et je le dis toujours, ça me fait mal que les gens comparent le Ils ont mieux amélioré. Même ceux Bien amélioré. Non. Excellemment amélioré. Non. Ah, dites-moi, comment? Oui. Les cantines, si un parent d'élève ne paye pas 25 francs, son enfant ne mange pas. Et chez moi, à Kéro, les gens sont pleins. La plupart de ceux qui mangent à la cantine, à midi, ils rentrent chez eux pour manger. Parce que la qualité des mets est à désirer. Et je le dis, ça me fait mal qu'aujourd'hui, qu'avec tout ce qu'on dit qu'on réalise pour le Bénin, qu'on compare le Bénin de
ce qui est fait au Bénin de 2024, je savais que nous sommes en 2005, au Bénin de 2025, au Bénin de 2016. Comme s'il y a eu deux Bénins où le président Yaya continue pas à gérer jusqu'en 2024. Alors qu'on oublie qu'on a pris le Bénin là où le président Yaya l'avait laissé en 2016. Et c'est là où on a dû apporter ce qu'on a apporté. Donc on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas dans le même temps. Oui, Donc, vous avez dit quelque chose. Vous dites les cantines. Oui, les cantines, vous avez dit la qualité. La qualité est désirée. Comment? Et à désirer. Bon, vous êtes à Kérou, par exemple. Les gens mangent, les enfants mangent sans protéines. Oui. Les enfants mangent sans protéines. Mais sans protéines. Oui, ni viande, ni rien du tout. Donc comment Non, c'est réel. Ils en sont conscients. C'est vrai que maintenant, l'idée, c'est de demander aux enfants, aux bonnes dames, de préparer plus du atassi, du waché, au moins pour avoir de l'haricot dans leur plat. Mais difficilement, si les parents n'envoient pas la viande, les enfants ne mangent pas avec la viande. Et vous voyez la qualité. Les enfants ramènent le manger à la maison. Ils ne mangent pas, vu la qualité. Ce n'est pas à cause de l'habitude alimentaire, parce que chez vous, c'est les Nyampili, vous mangez souvent. Non, on mange tout. On mange tout. Nous mangeons tout. Okay, même si les gens préfèrent Nyampili, oui. Les Bénins mangent tout. Et je pense qu'aujourd'hui, souvent même ces enfants sont les clients du riz, ils sont même contents de manger du riz. Parce que c'est des mais difficile peut-être avec la situation conjoncturelle actuelle à trouver. Mais la qualité de la cuisson. Il n'y a pas de viande. Pas de viande. Donc on va en faire en sorte que les cantines scolaires, les gens aient un peu de viande. On fait manger les enfants dans les plastiques. Au même moment qu'on a une loi qui interdit l'utilisation des plastiques. L'entrée et l'utilisation des plastiques, mais ces enfants sont servis dans les bols en plastique. On leur met le repas chaud. C'est des trucs. Normalement, l'État doit donner l'exemple. Okay. Doit donner l'exemple. Ça, c'est une critique constructive. Il fait toujours des critiques constructives. Ils en sont conscients. Sur la question de plastique, parce que je suis environnementaliste aussi, et je pense que ça, c'est une critique constructive. Nous faisons toujours des critiques constructives. J'en suis très heureux parce que la question des cantines scolaires, honorable, vous savez que l'idée est bonne, qu'elle soit... Mais ça, ce n'est pas une idée du président de la République. Oui, c'est pas grave. Et même, ce qui est fait à la rue du président de la République, oui. C'est suite aux États généraux que l'ancien régime a organisé en 2015 oui. Et qu'ils ont appliqué. Donc, on ne vient pas nous faire croire qu'il y a c'est les mêmes cas, c'est les mêmes les cadres même qui ont fait cette proposition. Oui. Donc, aujourd'hui, qu'on nous fait croire comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, non. En tout cas, c'est important, mais si ce n'est pas extraordinaire... Et le prochain président fera encore mieux. Ah bon? Naturellement. Parce qu'il viendra trouver le Bénin là où ils l'ont laissé, lui, il oublie d'ajouter. Vous le connaissez, le prochain président? C'est le peuple béninois qui va décider qui sera le prochain président de la République. Les démocrates ont un candidat qui Les démocrates présenteront un candidat. Qui aura le sens de la négociation, d'un rayonnement international, et capable, n'est-ce pas, d'impliquer une diaspora active. Vous avez en votre sein des candidats comme ça qui peuvent être à la hauteur du niveau où le président de la République a mis le pays? On en a assez à foison au sein du parti des démocrates. D'abord, comme je l'ai dit, les candidats du parti des démocrates, c'est les candidats qui ne sont pas amusés avec les finances publiques, qui sont propres, nickel. Ça, d'abord, c'est un cas. Comme je vous disais, le code électoral dit qu'il faut avoir 28 parrains. Oui. Le candidat qui se choisi, donc c'est le candidat avec qui où le consensus a été fait pour avoir les 28 parrains. Donc ça vous dit, c'est quelqu'un qui a su montrer quand même que lui peut transcender tous les clivages, oui. Qui peut et mieux conduire, se mettre au-dessus de la mêlée. Donc sur ce côté, il n'y a pas d'inquiétude. On en a assez. On a même peut-être le choix de l'embarras. Oui, intellectuellement, je sais que tous les partis, parce que ce sont des Béninois qui sont dans vos partis, sont intellectuellement bien préparés. Est-ce que vous avez les moyens? En fait, c'est vrai que aujourd'hui, au lendemain des élections législatives 2023, oui. Le code électoral a prévu que dans l'année électorale, après les travaux de la Cour des comptes, que le gouvernement doit rembourser les frais de campagne aux candidats dans l'année des élections. Donc, normalement, au plus tard, le 31 décembre 2023, le gouvernement devait nous rembourser nos frais de campagne. Ça n'a pas été fait. Mieux, dans l'année 2024,
on parle de réforme du financement public des partis politiques. Oui. Je veux rappeler aux populations que, à la date d'aujourd'hui, durant toute l'année 2024, le gouvernement n'a pas payé le financement public des partis politiques. On fait croire qu'on donne le financement public aux partis d'opposition. Mais en 2024, nous n'avons pas reçu. Mais au même moment, on pense qu'on peut nous asphyxier financièrement. Mais nous sommes convaincus d'une chose, que le peuple n'acceptera et ne permettra pas. Vous avez vu au Sénégal, les gens du pays... Le peuple. Oui, le peuple, c'est qui? Nos peuples, c'est ceux qui ont voté. C'est ceux qui vont voter pour nous. Et je sais qu'au dernier moment, ils vont faire la différence en nous accompagnant même pour les élections. Et en mieux, ils ne nous ont pas trop demandé, au contraire, ils nous ont accompagnés même lors des législatives. Ils vont encore faire plus en 2026. Donc le côté finance, l'avenir nous dira le reste. Nous n'allons pas sortir toutes nos cartes ici. De toute façon, vous savez que l'argent, maintenant, il faut justifier son origine. C'est valable pour tout le monde, hein, que ce soit en mouvance ou opposition. Il y a même vu dernièrement que il y a une décision pour dire que si on veut prendre 20 hectares de terrain, il faut juger. Oui. Mais ça me fait mal. C'est une bonne décision. Oui, on doit savoir. Mais c'est mal pensé. Parce que je ne peux pas vraiment reprendre 20 hectares avec 20 millions et je suis obligé de justifier. Au même moment, quelqu'un prend une parcelle à Cotonou à 600 millions, mais il n'est pas obligé de justifier. Il faut que la décision aille un peu plus loin. Bon, oui, honorable, merci. Je sais là où vous voulez aller. On n'a qu'à vous répondre aux questions. Vous répondez aux questions de nos compatriotes. Vous avez posé beaucoup de questions et vous souffrez que certaines questions que je les regarde avec un œil de professionnel, d'accord. Je suis aussi tenu par le code de ma déontologie. Voilà. Donc, pour les amis, les compatriotes qui ne verront pas leurs questions sur ce plateau, ce n'est pas de la censure, mais comprenez que il n'y a pas de liberté sans responsabilité. N'est-ce pas, honorable? C'est toujours été comme ça. Ok, d'accord. Adjou Louvi Komlan Léon, à Mizo, salut au passage. Ok, merci, l'excellent Amina. Tout ça, c'est un compliment. Merci beaucoup. Avec Raoul Louis Agbo qui nous suivent, merci beaucoup. Ils ont marqué leur présence. Abdouraziz Maïdawa depuis Karimama. Et Honorable Kamel, en 2020, sur RFI, le président de la République a reconnu avoir fait le choix de l'impopularité. Quelqu'un a conscience de son impopularité, se déclare candidat quelques temps après, et nous avons vu combien de personnes il a fallu pour qu'il se déclare président. Quelle lecture faites-vous, honorable Wassangari, de la déclaration du président de la République à l'Assemblée nationale alors que les jours se grainent pour la fin du mandat? Bon, vous avez déjà répondu, on va vous revenir là-dessus. Non, je dis ça, la déclaration a montré la fébrilité du président de la République, qui montre qu'il est devenu, que c'est un peu, nous en greffe l'état de sa majorité, parce qu'aujourd'hui, il est obligé de suivre ce que veut sa majorité. On sent qu'il est en difficulté politiquement. Et c'est pour ça que je lui dis de se mettre comme au début, pour pouvoir être porté en triomphe, en faisant asseoir tous les fils du pays, pour qu'ensemble, on puisse dire maintenant, merci, on vous remercie, monsieur le président de la République, pour le travail que vous avez abattu en 10 ans. Et maintenant, allez vous reposer pour que vous soyez le 3e ancien président de la République le 24 mai 2026, avec le président Yahi Bonnet et le président Nissefa merci beaucoup. À qui je souhaite une bonne santé et une longévité. Et pour tous nos présidents. Pour tous nos présidents, nous sommes la santé, parce que gérer un pays, ce n'est pas facile. Comment le parti Les Démocrates compte atteindre les 20% dans chaque circonscription électorale si on n'arrive pas à effectivement toucher le code électoral avant les élections générales 2026, Jude Haro depuis la loi? Je voulais dire que, à la date d'aujourd'hui, ce qui garde encore la mouvement permet au président de la République d'être libre, de continuer, c'est le code électoral. Il ne compte que sur le code électoral pour pouvoir encore garder sa majorité. Mais les stratégies que nous allons développer, nous n'allons pas le dire sur le plateau, mais nous sommes convaincus qu'un travail est fait, un travail d'être fait pour que le meilleur puisse venir, pour que nous puissions aller, pour que l'objectif soit atteint. Ok, merci. Gildas Tchakper vous pose 3 questions. Pensez-vous qu'avec le discours du président de la République à l'ensemble national, vous aurez une relecture du code électoral et comment, par quelle stratégie? 2. N'avez-vous pas d'autres canaux pour vous faire écouter par les autorités de notre pays
à part les canaux, le canal digital? Et 3, à votre avis, est-ce que le parti FCBE est toujours dans l'opposition? Mais si le président de la République a dit pour lui au Parlement, mais le peuple bénin va le dire pour lui. Donc c'est pour ça que moi, dans la lecture du code électoral, moi j'évolue, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais qu'un consensus serait trouvé. Le président de la République, comme je l'ai dit, n'est pas le peuple béninois et le peuple béninois va décider. Le parti FCBE, mais nos anciens... Le président de la République n'est pas le peuple béninois, mais c'est le peuple qui l'a élu. Qui l'a élu. Comme le peuple, une partie du donc peuple il nous a son élus. émanation Comme nous-mêmes du peuple souverain. Nous-mêmes nous tirons notre émanation du peuple parce que nous avons été élus, même si ce n'est pas une partie du peuple. Oui. Nous avons dit que nous pouvons vouloir une chose, mais le peuple qui nous a élus peut décider autrement. Bon, la question avec FCBE, vous savez, aujourd'hui, moi j'avais du mal à parler de FCBE. J'essaie de leur donner une bonne foi pour voir s'ils sont encore de l'opposition. Mais je le dis ici, les gens n'aiment pas qu'on en parle. Je prends un cas simple, je prends la commune de Sinandé. La commune de Sinandé. Aux élections communales de 2020, le parti FCBE a eu 10 députés et l'UPBE ont eu 9 députés. Donc, il n'a pas eu accord de gouvernance, c'est FCBE qui a choisi le maire, ses adjoints et les CA. Mais quelques mois après, tous les conseillers, les 10 conseillers FCBE ont démissionné de FCBE pour rejoindre l'UP et le BE. Donc, ça veut dire que 9 sont allés au BE et eux allaient à l'UP. Mais il a fallu, donc le FCBE n'a rien dit. Il a fallu que dernièrement, parmi les 10, 5 aient quitté. Bon, le FCBE qui allait à l'UP en venait 4 UPR, plus 5 anciens FCBE qui étaient ont rejoint, au nombre de 10, ont rejoint les démocrates. Et rapidement, ça a commencé. La pression a commencé sur les 10. Finalement, le BE a pu ramener 2 parmi eux. Donc, ils se sont retrouvés 8 qui ont rejoint les démocrates. Et la majorité est restée 11 pour UPBE, sans qu'il n'y ait plus de conseillers officiellement à FCBE, même si légalement ils sont toujours FCBE. C'est en ce moment que le secrétaire exécutif national du parti FCBE sort une note de levée de confiance. Pas au maire qui était FCBE mais qui a rejoint BE, mais du premier adjoint, du deuxième adjoint et du CA qui ont quitté les BE et UPR pour rejoindre les démocrates. Dans ça, que je demande au peuple alors de tirer sa conclusion pour savoir si FCBE est de l'opposition ou bien aujourd'hui de la mouvance. Sinon, pourquoi ne pas lever la levée de confiance pour tous ceux qui les ont quittés, mais seulement pour ceux qui ont juste rejoint les démocrates, un parti d'opposition. Au peuple de tirer sa conclusion. Ok. Bonjour le plateau, je salue votre invité et le prix de répondre à cette question ci-dessous. 1. Avec quel autre argument l'opposition qu'il représente pourra-t-elle gagner le pouvoir en 2026, à part libérer les prisonniers politiques, laisser rentrer les exilés politiques, le peuple a faim? Alors qu'en face d'eux, le gouvernement pose des actes de développement concrets face auxquels ils auront des difficultés à convaincre les populations avisées et détachées de toute manipulation politique. Thierry Ghislain Mariano. Merci. Avec quel autre argument? Que le peuple a fait, ce n'est pas des arguments que les otages. Moi, je voulais juste savoir. Je vais prier mon cher collègue, mon compatriote, de faire l'effort de quitter Cotonou, s'il est à Cotonou, et de faire un tour sur Manali de revenir. Pour comprendre que tout ce qu'on dit, les actes de développement, ce n'est pas reparti au niveau du pays dans son entièreté. Et mieux, les actes de développement que pose le régime ne tiennent pas compte des ressentis des populations. Et je pense que ce n'est pas l'asphaltage derrière l'aéroport qui a voté. C'est ce peuple dont il parle, qui a faim là, qui a voté. On a vu avec l'asphaltage à Cotonou, sur 9 députés, les démocrates, qui n'ont pas pu positionner tous ces candidats, ont eu 6 députés sur 9. Pourtant, l'investissement était déjà fait à Cotonou. Ça veut dire que tant que le Béninois, le citoyen lambda qui a voté, n'arrive pas à se soigner, n'arrive pas à manger, ne voit pas. Parce que ce qui fait mal, c'est que si les gens viennent par exemple à Pembeleke, ils viennent à Agbaïzou, on dit allez à Glodjigbe. Allez à Glodjigbe. Les gens même ne sentent pas les efforts qui se font, on les dit d'aller d'abord à Glodjigbe. Et mieux, les quelques enfants de cette commune, à Gbanizon, qui viennent à Glodjigbe pour travailler à Glodjigbe, ne font souvent pas plus de 2 mois. Ils quittent. Donc ça veut dire que les populations même, plus de 80% de la population souffre, ne voit pas ce que fait le système actuel. Et
les infrastructures. Les infrastructures, ce n'est pas le président Talon qui a amené les infrastructures. Je crois que si vous veut aller à Calavi, il passe par l'échangeur. Lui-même l'a reconnu qu'il est venu trouver 1200 milliards de contrats pour faire ces infrastructures, les voies. Donc aujourd'hui, et qu'il trouvait que c'était mauvais. Donc ça peut dire que tous les régimes, le président lui-même a fait le CNHU, qui est en ce moment, tout le monde applaudissait. Aujourd'hui, on trouve que c'est un peu vieillot. Dans 8 ans, dans 10 ans, tout ce qui se fait aujourd'hui, les gens vont trouver que c'était pas bien. Il faut actualiser. Donc ça veut dire que c'est rien d'étonnant. Et nous sommes sereins. Nous savons les arguments que nous allons utiliser. On ne va pas le dire pour permettre au camp d'en face de prendre des dispositions, mais nous savons que nous allons prendre le pouvoir. Et que le 24 mai 2026, c'est le candidat que nous allons soutenir, le candidat du Parti des démocrates, le candidat de l'opposition qui serait le prochain président. C'est de bonne guerre honorable, merci au vous, mais les infrastructures, c'est le président Talon, en tout cas, de nouvelles infrastructures. C'est normal, c'est nouvelle. Le président Talon. Oui. Cette même personne, avec si vous remarquez que Cotonou est joli maintenant. Cotonou serait joli même après lui. Parce que depuis toujours... Ça, c'est le futur. Présentement, actuellement. Cotonou a été notre ville capitale. Oui. Tous les chefs d'État ont essayé de faire un peu. Lui, il est venu trouver un niveau, ce qui l'a permis. Si les autres n'avaient rien fait, c'est ce que les autres avaient fait qu'il allait être obligé de faire aujourd'hui. Mais il est venu trouver un stade. C'est comme les gens ont fait la fondation, lui ne fait que mettre les murs. D'autres viennent mettre la dalle bien. En tout cas, on évolue un peu. Bonjour, honorable et heureuse année. J'avais posé une question toute bête à un ami de la rupture. Comme vous êtes là, je vous la pose également. Comment coupler deux élections dont le contentieux relève de deux différentes juridictions? Pour faire simple, à l'occasion des prochaines élections générales, qui de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême connaîtra du contentieux des actes préparatoires? C'est à l'Assemblée que vous votez les lois? Non, ça a été voté pendant le Parlement monocolore. Non, pardonnez, vous êtes non, ça a été voté pendant le Parlement monocolore. Vous les que nous avons critiqué. Oui, c'est venu suite à la révision constitutionnelle de 2019 que nous avons dénoncé, où les gens sont vus plus intelligents que tous les Béninois. Et c'est en ce moment. Voilà les actes préparatoires. Avant le vote, c'est un problème. Vers quel cours on irait? C'est pour ça qu'on demandait, comme l'avait dit même le professeur Djogounou, que la révision de la constitutionnelle ne peut pas se faire au Parlement. On doit écouter, parce que ce qui relie le fond et le bariba et le dendio, le djichamari, c'est la constitution béninoise. C'est pour ça qu'on doit faire des débats au niveau de nos amphithéâtres. On va faire des débats au niveau de nos marchés. Mais ce qui n'a pas été fait. Un Parlement monocolore nous a donné une constitution à Halloween. On s'est retrouvé, et c'est le problème que nous rencontrons. Et subitement, un Kidam va peut-être saisir la Cour, et la Cour va revenir pour demander de faire autre chose. Mais on évolue heureusement que ça ne reste plus longtemps, 1 an, 4 mois, 19 jours. De toute façon, c'est un langage de politique. Et nous sommes en démocratie. Et nous prenons hâte de l'engouement que vous donnez vous-même pour aborder ces élections. C'est bon, il faut être dans les bonnes prédispositions pour aller à un examen ou à une compétition. Alors, Véhinquin Lionel a posé beaucoup de questions. Je vais plutôt résumer ces questions. Pourquoi fixe-t-on le prix du soja et bientôt de la cajou au détriment des autres produits agricoles tels que le maïs, le haricot et bien d'autres? Et bientôt, c'est la saison de la cajou et les producteurs sont stressés. Quelle démarche fait l'opposition auprès du gouvernement pour que ces producteurs passent une saison moins stressante? Merci, bonne mission. Toutes vos questions, M. Lionel, seront... En 2022, oui. Il y a une note conceptuelle de l'AIC et de l'IRC où il est dit que ce qui empêche au coton, ce qui empêche les producteurs de faire du coton, c'est le soja. Donc il faut trouver des formules pour tuer le soja. C'est tout. C'est là le problème des producteurs. Pour tuer, bon, l'expression est oui, forte. pour faire reculer la production du, pour faire reculer la production du soja, pour faire reculer, pour galvaniser la production du coton, il faut faire reculer la production du soja. Et c'est là que le malheur des producteurs de soja a commencé. Et c'est une note conceptuelle réalisée par l'AIC. Et l'AIC, on sait à qui appartient l'AIC. On sait celui qui avait l'AIC. Donc on sait l'AIC travaille pour qui. Le personnel de l'AIC est pour quelle entreprise, on le sait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons,
il faut que les gens comprennent. Le malheur des soja-culteurs, c'est le fait qu'ils ont voulu laisser le coton au détriment du soja. C'est pour permettre au coton de prospérer que ceux qui font le soja ont des difficultés aujourd'hui. Bon, c'est une vue de l'esprit. Bonne année 2025 à l'honorable et aux journalistes. Merci. Je voudrais faire comprendre à l'honorable qu'il n'est pas seulement le député de la 4e circonscription électorale. Il faut qu'il sache que la jeunesse consciente de son avenir sait quoi faire désormais. Bon dimanche à vous et que démarre l'année préélectorale 2025. Jusqu'à la Bessie, ce n'est pas question, un regard, un commentaire. Ne pensez-vous pas qu'il est préférable que vous travaillez pour avoir plus de 80% dans 1 à 3 circonscriptions électorales pour empêcher les autres d'avoir les 20%, pour les amener à comprendre le pourquoi vous réclamez la relecture du code électoral? Quand on ne peut pas gagner Real Madrid, on peut chercher match nul. On a des stratégies beaucoup plus avancées même que de nous agglutiner dans une de ces conditions électorales. Okay. Nous savons que nous sommes avec le peuple. Le peuple empêchera même UPBR d'avoir 10% au seuil national. Et on y travaille pour ça. Alors, Konaï Baguidi, à entendre les responsables du parti, les démocrates, une confiance quasi excessive semble les habiter concernant une relecture imminente du nouveau code électoral et leur victoire inéluctable lors des élections de 2026. Pourtant, en scrutant les dispositions désormais sévèrement renforcées de ce code et en tenant compte de l'opposition farouche de la mouvance présidentielle à toute révision, il apparaît que le destin de l'opposition pourrait déjà être scellé et qu'il ne leur resterait plus qu'à accepter la situation, quelles que soient les conséquences. Mes questions sont les suivantes. 1. Quel levier l'opposition détient-elle pour contraindre la mouvance présidentielle à engager une relecture du code électoral, ainsi garantir une véritable équité dans le processus électoral? 2. Face à l'histoire récente où des documents électoraux ont été invalidés avant même la fin du processus, quelle stratégie l'opposition compte-t-elle aborder pour contrer toute tentative de fraude et garantir que les documents électoraux ne soient plus jamais déclarés caducs lors de futures contestations? Konaï Baguidi, je l'aime bien pour la manière dont il formule ces questions. J'aimerais dire quand même que c'est vrai que il serait difficile que je donne toutes les stratégies, mais je rassure le peuple béninois qu'on ne peut plus nous voler en 2026. Les élections de 2023 ont été comme une élection... On ne vous a pas volé. Non, qu'on ne peut plus nous parler de documents caducs. Bon, je préfère, mais... Qu'on ne peut plus nous parler de documents caducs. Okay, les élections de 2023, peut-être Dieu a voulu que ça soit comme ça. Ça a été une élection test. Ça nous a permis aujourd'hui de voir où se trouvent les difficultés et qu'est-ce qu'il faut corriger. Et sur ça, je pense que pour la petite histoire, personne ne s'attendait à avoir Diomaye Faye comme président de la République. Si Diomaye Faye est devenu président de la République, parce que le peuple sénégalais l'a voulu. Et aujourd'hui, je suis souvent gêné qu'on pense que l'opposition au régime du président Patrice Talon, c'est l'opposition du parti les démocrates. Je dis non, l'opposition, c'est le peuple béninois. C'est ceux qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance actuelle. Ceux qui souffrent le matin, midi, soir, ceux qui ont du mal à aller à l'hôpital, c'est eux tous. Ce n'est pas un combat unique du parti les démocrates, ni des partis politiques. C'est toute personne. Parce que tout le monde n'est pas membre du parti les démocrates. C'est toute personne qui ne se retrouve pas dans la gouvernance actuelle, qui construit l'opposition. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu. Il suffit seulement que le jour du vote, on ne demande pas un fois que les gens se lèvent juste pour aller voter. Parce que le vote est nécessaire pour tout Béninois. Okay. Vous faites son devoir civique, voter et tout sera joué. Même on ne peut plus nous parler de documents caducs en 2026. Ok, merci honorable. On a encore beaucoup de questions. Le temps s'effile, mais on va réaliser ici un consensus. Je vous lis toutes les questions et vous allez résumer en réponse pour pouvoir tenir dans le temps. Alors, pour que nos téléspectateurs qui font le charme de cette émission puissent savoir que les questions envoyées, je les ai posées intégralement à l'honorable. Bonjour honorable, bonjour monsieur le journaliste. Oui, je salue. À la question du parrainage, ne pensez-vous pas qu'on ne peut l'attribuer qu'à une personne avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes idéologies et les mêmes combats? Dans le contexte actuel des grands blocs sur le plan politique et surtout en se basant sur les dispositions du code électoral qui rappellent qu'on ne peut parrainer le candidat de son parti, ne pensez-vous pas que cette disposition vient régler le problème lié à l'achat des parrains venant d'ailleurs, ce qui va en contradiction avec la notion de parrainage? Franck Akpi, libre penseur. Bonjour le plateau, bonne heureuse à l'honorable.
Avant de poser ma seule question, permettez-moi de saluer personnellement l'honorable pour des actions concrètes qu'il pose à l'endroit des citoyens de sa circonscription électorale. J'en ai proposé le don de la photocopieuse. Bon, ouais, merci, honorable. Et en particulier au collège des 2KP. Oui. Que Dieu vous le rende au centime. Chers députés, je voudrais savoir ce que les LD font pour allier le parti de la FCBE à leur cause. Merci et bon dimanche. Bonjour le plateau. Concrètement, comment les démocrates pensent gagner les élections de 2026? Gérard Toto. Par rapport à la remarque du plastique utilisé par les enfants, je pense que eux aussi jouissent assez de fonds des contribuables. Ils peuvent respectivement dans leur village d'origine offrir des assiettes convenables car ces enfants sont aussi les leurs et constituent l'avenir du pays. C'est par rapport à la question des cantines. Bonjour le plateau, bonjour honorable. Ça fait plaisir que je vous suis depuis le début de l'émission dans votre narratif et plaidoyer. Ma question est de savoir, êtes-vous certain qu'en dépit de vous, honorable Ouassangari, ce que vous reprochez au président Talon, avez-vous une crème des crèmes que lui en 2026? Bonjour honorable, en ce qui concerne 20% par circonscription électorale, êtes-vous sûr que l'opposition aura les 20% dans les 23 circonscriptions et 24 circonscriptions? Et puis d'autres questions, j'ai résumé vos questions. La question d'appui. Libre penseur, oui, il dit, ne pensez-vous pas que cette disposition vient régler le problème lié à l'achat des parrains venant d'ailleurs, ce qui va en comparaison à l'ancien parrainage? Oui. Merci, je tiens à préciser que le parrainage n'a pas démarré au Bénin. Et la Constitution dit clairement que le député est national. Oui. C'est-à-dire que le député ne doit, après son élection, ne peut plus être l'esclave d'une association, d'un groupe. Donc, ce qui donne le libre choix aux députés de parrainer. Je l'ai pris l'exemple de la France, ils sont libres de parrainer. La preuve, en 2021, c'est passé à cette liberté de parrainage que le président Patrice Talon ne s'est pas retrouvé seul, qu'il a eu le duo Irénée Agossa, Corentin Koro, et le duo Djimba pour être ses adversaires. Ça veut dire que le parrainage doit être libre. Il a une décision de la Cour constitutionnelle, déjà, en 2021, qu'il a dit et martelé que le parrainage doit être libre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous savons que c'est pour pouvoir contrôler le parrainage. Et mieux, si quelqu'un félicitait pour les différentes donations que nous avons eu à faire, c'est pour pouvoir répondre à ce qu'il disait, mon frère, mon compatriote qui disait pourquoi les députés ne changeaient pas. Ça veut dire que peut-être que nous ne changeons pas les plans en plastique, nous posons d'autres actes avec l'argent du contribuable. Encore que l'argent du contribuable qu'on nous donne, ce sont des indemnités, les ressources de l'État, les impôts que nous payons, c'est le gouvernement qui gère ces impôts. C'est au gouvernement de le faire, ce n'est pas à nous. Merci, honorable. Nous sommes pratiquement et de rassurer quand même les gens que le 2026 sera notre année et que notre candidat gagnera les prochaines élections.